Dans les Blue Ridge Mountains de Virginie, Desmond grandit avec sa famille, qui comprend son frère Al, sa mère Bertha, profondément religieuse, et son père Tom, un ancien soldat. Un après-midi, une dispute entre Desmond et Al dégénère et Desmond, en état de légitime défense, manque de tuer son frère avec une brique. Al survit, mais cette expérience violente laisse Desmond ébranlé. Les paroles de sa mère ne font qu'accroître sa culpabilité. Elle lui dit que ce qu'il a fait est le plus grand péché de tous les 15. Des années plus tard, alors qu'il est de l'église locale, Desmond est témoin d'un accident de voiture. Sans hésiter, il se précipite pour aider l'homme, utilisant sa ceinture comme garrot pour arrêter l'hémorragie. Il emmène ensuite le blessé à l'hôpital, où le médecin le félicite pour son action rapide, lui disant qu'il vient de sauver une vie. En regardant les infirmières et le médecin travailler, Desmond sent quelque chose bouger en lui. Il a toujours rêvé de devenir médecin, mais n'a jamais eu la formation nécessaire. Le même jour, il rencontre une infirmière, Dorothy, qui le fascine immédiatement. Cherchant désespérément un prétexte pour lui parler, il accepte même de donner son sang sur place. Le lendemain, il retourne à l'hôpital, bien habillé, déterminé à flirter avec Dorothy et à l'inviter à sortir. Cependant, Dorothy est légèrement surprise lorsqu'il l'embrasse sans prévenir. Malgré ce moment gênant, leur relation s'épanouit. Quelques jours plus tard, Al surprend la famille en annonçant qu'il s'est engagé dans l'armée pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Il a attendu d'être mis devant le fait accompli pour le leur annoncer, sachant qu'il désapprouverait. Il a raison, Bertha déteste l'idée car prendre une vie va à l'encontre des commandements de Dieu, et la vue de Al en uniforme rappelle des souvenirs douloureux à Tom. Incapable de le supporter, Tom demande à son fils de quitter la pièce. Peu après, Desmond annonce à Dorothy qu'il a lui aussi l'intention de s'engager, mais en tant que médecin. Voulant régler les choses avant de partir, il demande à Dorothy de l'épouser, ce qu'elle accepte. Il fixe une date pour le mariage, qui aura lieu lorsqu'il obtiendra sa première permission. Avant de partir, Desmond rend visite à son père, qui se trouve au cimetière, près des tombes de ses amis décédés. Avec de l'amertume dans la voix, Tom dit à quel point ils ont été stupides de croire à la gloire et à la guerre. Il admet qu'il ne veut pas enterrer ses fils et qu'il n'a guère d'espoir que Desmond survive armé de ses seules convictions. Le jour dit, Desmond part s'entraîner à Fort Jackson. Dorothy lui offre une Bible avec sa photo à l'intérieur. C'est un signe d'amour et de foi qu'il emporte avec lui dans l'inconnu. À son arrivée à Fort Jackson, Desmond fait la connaissance de ses compagnons d'armes, dont Smithy, qui se moque de lui en l'appelant « bicyclette », tout en faisant tournoyer un couteau avec désinvolture. Le sergent instructeur qui leur a été assigné, Howell, fait une entrée remarquée, prenant tout le monde au dépourvu avec un cri assourdissant. Le sergent Howell est la définition même du stéréotype militaire, bruyant, agressif et prêt à insulter n'importe quel soldat sur la base de son apparence. Desmond, lui, trouve ces pitreries exagérées étrangement amusantes. Quant au soldat qui n'a pas réussi à s'habiller à temps, il est puni et contraint de commencer l'entraînement complètement nu. Pendant l'entraînement de base, Desmond a du mal à faire des nœuds, mais son éducation dans les montagnes lui donne un avantage dans la course d'obstacles, ce qui lui permet d'exceller. Les vrais problèmes commencent lorsqu'il passe au maniement des armes et que Desmond refuse de prendre un fusil. Howell entraîne immédiatement Desmond dans le bureau du capitaine Glover, où Desmond explique qu'on lui a dit qu'il n'aurait pas à manipuler d'armes et qu'il ne devrait jamais être affecté à une unité d'infanterie. Il précise que, parce qu'il est adventiste du 7e jour, il ne peut pas travailler le samedi, car c'est son jour de congé. Glover trouve toute cette situation ridicule. Le lendemain, Desmond subit une évaluation psychiatrique. Il explique qu'il n'entend pas de voix et qu'il n'a pas d'illusion, qu'il est parfaitement conscient de ses différences, mais qu'il est simplement un homme de foi. Le médecin détermine que Desmond est tout à fait sain d'esprit et qu'il ne remplit pas les conditions requises pour être renvoyé en vertu de l'article 8. Comme il ne peut pas légalement le renvoyer, il ordonne à Howell de faire de la vie de Desmond un véritable enfer. Dès lors, Desmond se voit confier les tâches les plus pénibles, y compris le nettoyage des toilettes. Lorsque l'unité termine son entraînement, les soldats sont libérés, à l'exception de Desmond qui est arrêté pour insubordination. Pendant ce temps, Dorothy l'attend devant l'hôtel, mais au fond d'elle, elle sait qu'il s'est passé quelque chose, Desmond ne l'aurait jamais abandonné comme ça. Enfermé dans sa cellule, Desmond fait une dépression émotionnelle, mais lorsque le capitaine Glover lui rend visite, il reste calme. Glover lui offre une porte de sortie. Plus tard, Dorothy lui rend visite, l'implorant de laisser tomber sa fierté et de simplement terminer sa formation.
Elle lui rappelle que tirer avec un fusil ne signifie pas nécessairement tuer. Mais Desmond reste impassible. Le lendemain matin, Tom arrive à Fort Jackson vêtu de son ancien uniforme, décoré de tous ses métaux. Sans hésiter, il demande à parler à son ancien commandant, qui a désormais le grade de général de brigade. Lors de la cour martiale, Desmond maintient son plaidoyer de non-culpabilité. Alors qu'il est sur le point d'être condamné, Tom fait irruption dans la salle d'audience, porteur d'une lettre du général de brigade. Cette lettre rappelle à tous que le droit d'être objecteur de conscience est protégé par la Constitution américaine. Ne voulant pas risquer un conflit avec le Congrès, le tribunal n'a d'autre choix que de classer l'affaire. Desmond est innocenté et autorisé à commencer sa formation d'infirmier de combat. En 1945, la 77e division de Desmond est déployée à Okinawa, directement sur le théâtre de guerre du Pacifique. Dès leur arrivée, ils sont confrontés à un spectacle brutal, des piles de corps traînés comme des ordures. La dure réalité s'impose, ils sont là pour remplacer les hommes qui sont tombés avant eux. Les derniers survivants de la 96e division rejoignent l'unité de Glover et Desmond est présenté à 2 autres médecins. C'est là qu'ils apprennent l'existence de la crête de Haksao. Les Américains ont tenté de s'en emparer à 6 reprises, mais à chaque fois, les forces japonaises les ont repoussés avec une précision implacable. La sécurisation de cette position est cruciale, car celui qui contrôle Okinawa contrôle le Japon lui-même. La marine américaine lance l'assaut, bombardant les positions ennemies pour affaiblir les défenses japonaises. Alors que le champ de bataille est enveloppé d'explosions et de fumée, l'unité de Glover saisit l'occasion et grimpe sur la crête, prête au combat. La bataille est pour le moins brutale, les deux camps subissant des pertes dévastatrices, mais Desmond ne faiblit jamais, continuant à sauver autant d'hommes qu'il le peut, y compris ceux qui sont généralement laissés derrière. À plusieurs reprises, les soldats japonais s'approchent dangereusement de sa capture, mais Smithy se bat férocement, les tuant tous pour protéger Desmond à tout prix. Après de longues heures de combats brutaux, la nuit tombe et l'unité américaine décide de se retrancher et de camper, tenant sa position avec l'intention de finir de dégager la crête dans la matinée. Entre-temps, l'attitude de Smithy à l'égard de Desmond a complètement changé. Après l'avoir vu à l'œuvre, il le respecte profondément. Lorsque Desmond s'endort, il est hanté par un cauchemar. Des soldats ennemis prennent d'assaut leurs tranchées et les tuent tous les deux. Il se réveille au bord de la crise de nerfs et fait part de son rêve à Smithy, qui est stupéfait de constater que Desmond ne détient même pas d'armes dans son propre subconscient. À l'aube, l'armée japonaise lance une féroce contre-attaque, prenant par surprise les Américains qui peinent à se réveiller. Howell ordonne immédiatement la retraite. La flotte fournit une couverture, mais le chaos est écrasant. Au milieu de tout cela, Smithy est mortellement blessé avant que Desmond ne puisse le mettre à l'abri. N'ayant pas d'autre choix, les forces américaines sont contraintes de battre en retraite le long de la crête, mais Desmond ne les suit pas. Il entend les cris des blessés restés en arrière et entend un appel divin à les aider. Le capitaine Glover, qui dirige la retraite, rassemble les survivants et ne laisse que quelques soldats pour garder le champ de bataille. Ignorant sa propre sécurité, Desmond court à travers le carnage, sauvant autant de soldats blessés qu'il le peut. À l'aide d'une corde, il les descend avec précaution, un par un, le long de la crête. Les heures passent et Glover se rend compte de ce qui se passe. Des véhicules arrivent pour ramasser les soldats blessés qu'il a laissés tomber de la crête, mais il continue malgré le fait que les troupes japonaises se rapprochent dangereusement. Peu après, il trouve un soldat blessé et l'enterre rapidement sous la terre avant de se couvrir d'un cadavre pour rester caché. La ruse fonctionne. Les Japonais passent sans s'en apercevoir, ce qui permet à Desmond de récupérer le soldat blessé et de poursuivre sa mission en toute sécurité. Pendant ce temps, Glover implore désespérément ses supérieurs d'envoyer des renforts, mais ceux-ci restent hésitants. Alors que la bataille fait rage, Desmond tente une dernière fois de descendre de la crête. Mais cette fois, l'ennemi le repère. Fuyant sous un feu nourri, Desmond tombe dans un tunnel japonais. Il y découvre un soldat ennemi tombé au combat, qui s'est donné la mort dans un dernier geste d'honneur. Le tunnel est utilisé comme passage secret pour les mouvements ennemis, ce qui oblige Desmond à rester caché pendant que les soldats japonais le traversent. Il passe inaperçu jusqu'à ce qu'il rencontre un soldat japonais blessé. Fidèle à ses convictions de médecin, Desmond administre de la morphine et panse les blessures de l'homme, refusant de le considérer comme un ennemi. Lorsqu'il parvient à s'échapper du tunnel, la nuit est déjà tombée, mais l'obscurité ne l'arrête pas. Desmond continue d'aider les soldats, les mains déchirées et en sang, ignorant la douleur et priant pour avoir la force de continuer.
Il finit même par descendre plusieurs soldats japonais blessés avec ses hommes. À l'aube, Glover reste sans voix lorsqu'il voit des dizaines de blessés arriver du champ de bataille. L'un des soldats secourus finit par lui dire la vérité, l'homme que tout le monde avait traité de lâche l'avait fait lui-même. Pendant ce temps, Desmond tombe sur Howell et un autre soldat, tous deux blessés mais vivants. Après avoir mis le soldat blessé en sécurité, il retourne immédiatement auprès de son sergent. Un sniper japonais le prend pour cible et tire, mais son casque dévie miraculeusement la balle, lui sauvant la vie. Howell ayant encore quelques balles dans son fusil, Desmond prend une initiative audacieuse. Il court délibérément, attirant ainsi l'attention du sniper. Le sniper tire à nouveau, révélant sa position, ce qui permet à Howell de l'abattre d'un tir bien placé. La menace immédiate étant neutralisée, Desmond commence à traîner Howell en lieu sûr. Alors qu'ils battent en retraite, des soldats japonais les repèrent et les poursuivent. Howell riposte, couvrant leur fuite tandis que Desmond avance, refusant de laisser son sergent derrière lui. Alors que Howell atteint le bas de la crête, Desmond fait un saut audacieux pour se mettre à l'abri. Des soldats japonais le regardent par-dessus le bord, prêts à l'achever, mais avant qu'ils ne puissent tirer, Glover et ses hommes les éliminent, arrivant juste à temps pour aider les derniers survivants. Desmond est accueilli avec le plus grand respect et immédiatement emmené à l'hôpital de campagne. Là, il apprend la triste nouvelle que l'autre infirmier de l'escouade n'a pas survécu. Glover lui rend visite plus tard et s'excuse sincèrement de l'avoir sous-estimé. Il admet que Desmond a fait plus pour leur pays que n'importe qui d'autre. Glover explique ensuite qu'ils retourneront à Hacksaw Ridge le lendemain, samedi. Il reconnaît que c'est le sabbat de Desmond et lui dit qu'il respectera sa décision s'il choisit de l'observer au lieu de se joindre à eux. Desmond accepte cependant d'y aller. Toute l'unité attend qu'il ait fini ses prières avant de lancer l'attaque. Cette fois, les Américains prennent les Japonais au dépourvu. Avec les renforts tant attendus et le tunnel découvert plus tôt par Desmond, la bataille tourne rapidement en leur faveur. À un moment donné, un petit groupe de soldats japonais s'avance en agitant un drapeau blanc comme s'ils se rendaient, mais il s'agit d'une ruse. Ils s'approchent suffisamment pour lancer des grenades sur les Américains. Les soldats ennemis sont immédiatement abattus, mais Desmond est blessé alors qu'il tente de dévier une grenade pour sauver son équipe. Alors que la bataille fait rage, les autres soldats portent Desmond sur une civière et l'emmènent hors du champ de bataille. Les Américains finissent par remporter la victoire en s'emparant de la crête de Hacksaw. Dans la réalité, Desmond Doss a sauvé 75 soldats blessés sur le champ de bataille de Hacksaw Ridge. Il est devenu le premier objecteur de conscience à recevoir la médaille d'honneur, la plus haute distinction pour bravoure aux États-Unis. Desmond et Dorothy sont restés mariés jusqu'à la mort de cette dernière en 1991. Malgré son héroïsme, il n'a jamais cherché à être reconnu, attribuant toujours le mérite à sa foi et estimant que les vrais héros étaient ceux qui ne rentraient jamais chez eux. Il est décédé en 2006 à l'âge de 87 ans.